Châteaux hantés, géants de pierre, monstres du Loch Ness, elfes et farfadets, les terres d'Écosse sont un vivier d'histoires étranges, de récits magiques, de lieux ensorcelés. Mais ce qui singularise les Écossais, c'est leur capacité à croire à ces récits fantastiques, à les assimiler comme des histoires vraies. Je pars à la découverte de ces mystères, légendes et traditions propres à l'identité écossaise. Il existe un fantôme en Écosse qui ne fait que de rares apparitions. Le soleil. Mais quand les nuages s'écartent enfin, l'Écosse apparaît telle une fresque naturelle, où les falaises sculptées sont comme une série de vagues que les vagues caressent. À tout instant, le vent et les lumières habillent et déshabillent ces immenses étendues sauvages. L'Écosse est un pays à part en Europe, d'une taille réduite, mais d'une grande diversité de paysages. Lochs insondables, îles à la nature préservée. Ma route va me conduire du sud au nord jusqu'au cercle subarctique de l'archipel des Shetland. En arrivant à Stirling, je suis au pied des Highlands, les hautes terres écossaises. C'est ici que William Wallace, rendu célèbre au cinéma par Mel Gibson dans Braveheart, a résisté à l'envahisseur anglais au XIIIe siècle. Dans le sud de la ville, c'est avec les contes de fées de mon enfance que j'ai rendez-vous. Lutins et fées inspirent depuis toujours les poèmes de Richard Ricci. Quel que soit l'endroit où tu vas en Écosse, les fées, les licornes ou toute autre créature mythique existe. Dans les cultures indonésiennes ou aborigènes, tu retrouves toutes ces créatures, comme dans toutes les cultures anciennes. Les mêmes personnages avec des noms différents. Elles ont la même fonction partout. En Écosse, il y a une très forte tradition de gens qui croient à d'autres mondes, à d'autres dimensions, parce qu'ils en ont besoin dans leur vie. Il y a beaucoup d'endroits en Écosse qui ont une histoire liée à des événements étranges. C'est de ça que je parle dans mon travail d'écriture. Le poème sur lequel je travaille en ce moment parle d'un endroit qui n'est d'ailleurs pas très loin d'ici, à Aberfoyle, un endroit qui s'appelle la colline des fées. On pourrait peut-être y aller, si tu en as envie. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de gens qui viennent ici déposer des messages. Ils ont la foi, ils croient. Quelle que soit leur raison, ils laissent ces jolis objets féeriques. Les enfants qui viennent ici laissent des messages sur leur vie, sur les gens qu'ils aiment, sur tout ce qui est important pour eux. Tout ça parce qu'ils croient qu'il y a une énergie particulière sur cette colline qui pourra exaucer leurs vœux. Que cela soit vrai ou pas, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que si tu crois en quelque chose, cela devient vrai pour toi. La science prouve ça. Le fait d'observer quelque chose lui donne vie. Peut-être que la croyance des gens qui viennent ici, la manière de regarder, rend ces arbres magiques. Et comme cela dure depuis des siècles, le fait d'y croire rend la chose réelle.
Les fées sont radieuses et insaisissables. Et ce qu'on ne peut avoir, on l'aime éternellement, disait Jules Renard. Il est facile en Écosse de se laisser prendre dans une atmosphère de rêve. Les eaux sombres du plus profond des lochs écossais, le Loch Ness, abriteraient une étrange créature, un monstre surnommé Nessie. Nessie serait le dernier survivant d'un dinosaure aquatique, ou bien une otarie géante, ou encore un serpent. Si les scientifiques restent sceptiques, la légende, elle, est tenace. Tout commence au Moyen-Âge en 525. Un missionnaire irlandais, Saint Colomba, voit le monstre et au nom du Christ lui ordonne de disparaître à jamais. C'est sans doute la raison pour laquelle il est si difficile de le voir aujourd'hui. Et ce n'est pas faute d'avoir exploré le Loch Ness de long en large et de fond en comble. Telle l'Arlésienne, dont tout le monde parle et que personne ne voit jamais, Nessie est l'attraction qui attire des milliers de personnes chaque jour. On décline le monstre sous toutes les formes possibles. T-shirt, peluche, porte-clés, et pourquoi pas porte-bonheur. À défaut de l'avoir vu, chacun rentrera chez lui avec son Nessie. Je l'ai eu, je l'ai eu. Nessie est très bon pour nos affaires. Je ne suis pas sûre que ce soit le monstre que j'ai vu un jour. Je continue de regarder et j'ai espoir de le voir. Un jour, quand je prenais le bus pour venir, j'ai vu quelque chose sur le loch. Cela pourrait être un mouvement de l'eau ou autre chose, mais cela m'a semblé réel. À travers les siècles, il y a eu des témoignages de gens qui ont vu Nessie. Alors on y croit. Et en plus, cela aide beaucoup notre communauté parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier pour le voir. Malgré l'aspect commercial, les Écossais ont cela de merveilleux. C'est qu'ils y croient sincèrement. Pris dans cet engouement collectif, je ne me prive pas de partir moi aussi à la chasse aux monstres. Bienvenue sur le Loch Ness à bord du Nessie Hunter. Je suis votre capitaine aujourd'hui. Je suis un commandant de ferry à la retraite. Et je reçois toujours l'appel du large. Je navigue encore. J'adore être sur un bateau, depuis que j'ai 7 ans. Oui, je viens ici depuis 1969. Et j'ai entendu des histoires merveilleuses sur le monstre, que des gens m'ont racontées, des gens qui l'ont vu. Même mon père m'a raconté une histoire, mais ça s'est passé la nuit, et il avait beaucoup bu. Alors cette histoire, elle ne compte pas. Mais on a beaucoup de témoignages de gens qui ont réellement vu quelque chose. Il y a des milliers d'histoires, et on ne peut pas toutes les nier. Il doit y avoir quelque chose. Ma théorie personnelle, c'est qu'une créature de l'époque glaciaire est restée bloquée. Elle a survécu dans les profondeurs. Quand la glace a fondu, elle a pu remonter et continuer sa vie. Ça, c'est possible. Je me sens attiré par cet endroit. Et je sens que c'est ici, dans cette baie, que je le verrai. Je ne l'ai pas encore vu, mais ça arrivera. Finalement, voici la seule créature qu'il me sera donné de voir. Les Écossais sont étonnants. Ils marient habilement la réalité économique du monde moderne et les contes et légendes de leurs ancêtres. À Oban, j'embarque sur un ferry qui m'amène dans l'archipel des Hébrides. Aucun pays d'Europe n'a autant de nature préservée que l'Écosse. Dans l'archipel, je me rends sur la jolie île de Mull. Cette île a la réputation d'être un lieu magique. Mais cette fois-ci, rien de surnaturel. Si ce n'est l'incomparable beauté des paysages, la simplicité de la vie et l'extrême gentillesse des habitants. Le château de Glencorn date du XVIIIe siècle.
Devant mes yeux, un château du bout du monde qui donne sur la mer, entouré de landes sauvages. Mais le véritable trésor de Tom, le propriétaire, ce n'est pas son château. Tom est fermier et sa plus grande fierté, c'est son troupeau. Des vaches, il est vrai, pas tout à fait comme les autres. Pour les découvrir, je le suis dans sa tournée. Je t'emmène voir un groupe de vaches des Highlands. Elles vivent près de la mer. Elles viennent d'avoir des petits. Et il y a beaucoup de bébés. J'ai vécu ici toute ma vie. Ma famille est arrivée juste avant ma naissance. Tout autour du château, nous avons 200 vaches. Et elles vivent dehors toute l'année. Libre? Libres, oui. Ce sont des animaux qui grandissent doucement. Ce qu'elles mangent, elles le trouvent dehors. Elles ne sont pas engraissées artificiellement comme dans les grandes exploitations. Elles grandissent à leur rythme. Et lorsqu'il faut les tuer, elles ont 3 ou 4 ans, comparées aux vaches d'élevage qui sont tuées à 18 mois. Elles sont fantastiques et elles sont parfaitement adaptées à l'environnement dans cette partie du monde. Et puis elles sont très belles dans ce décor. Elles peuvent descendre jusqu'à la mer, elles mangent des algues, elles peuvent remonter sur la colline et manger de l'herbe sauvage. Elles ont une vie formidable. S'il y a un endroit où un troupeau peut être heureux, ce sont ces vaches des Highlands, ici, sur l'île de Mull. Je ne pourrais jamais vivre ailleurs. Ici, c'est fantastique et je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire. Des vaches heureuses et un fermier heureux. Certains Indiens d'Amérique du Nord ont comme philosophie de suivre la voie de la beauté. Il semblerait que ce soit le cas de ceux qui vivent ici. Tout naturellement, à Mull, le rythme de vie ralentit. On devient, sans même s'en rendre compte, observateur de la beauté qui nous entoure. C'est mon cas. Et c'est aussi celui d'Iwan que je rencontre au détour d'une falaise. Je suis venu à Mull il y a 6 ans pour observer les aigles. C'était la seule raison qui m'a amené ici. Il y a une grande colonie d'aigles royaux ici. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à toute la vie sauvage. J'ai commencé à m'intéresser aux arbres, aux fleurs, tout ce qui faisait l'environnement autour de l'aigle. L'aspect général ne souffre pas encore d'urbanisation. Il n'y a pas d'intrusion, ce qui permet à la nature de s'épanouir. C'est pourquoi il y a une très grande variété d'espèces qui vivent ici. Les aigles royaux, les faucons, les loutres de mer sur la côte, les phoques, et la liste continue. Il y a une très grande variété. Si le mot harmonie n'a jamais eu un sens, c'est bien ici. Je reprends le cours de mon voyage avec dans la tête l'idée que cette île est tissée de l'étoffe même dont on fait les rêves. Direction la côte ouest, vers la région de l'Argyle, un ancien comté écossais chargé d'histoire. Clan MacDonald, clan Campbell, clan MacLeod. Ces noms ont toujours alimenté moult légendes en Écosse. Les clans sont constitués par un groupe de personnes portant le même nom de famille et dirigés par un patriarche. À force de guerres entre clans rivaux, de soulèvements incessants, l'Empire britannique met fin au système clanique écossais au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les clans continuent d'exister, mais ils ne possèdent aucun pouvoir réel. Réminiscence d'un passé que l'on ne veut pas voir disparaître.
J'arrive au château de Duntroon, le seul château écossais qui soit habité sans interruption depuis le XIIIe siècle. J'ai le grand honneur d'être reçu par un gentleman comme on n'en fait plus, Robin Malcolm, chef du clan Malcolm. Il y a un mythe qui fait croire aux gens que quand tu vis dans un château, tu es très riche et que tu n'as pas besoin de travailler. Ce n'est pas vrai du tout. On doit travailler très dur pour gagner de l'argent afin de payer les nombreuses réparations. Ça ne finit jamais. Aujourd'hui, être chef de clan ne te rend pas différent des autres. Si tu veux, je vais te montrer le blason de nos ancêtres, les Malcolm. C'est par ici. Celui-là date de 1850. Le terme que nous pourrions utiliser, c'est comme une immatriculation, parce que c'est propre à notre famille. C'est important de l'avoir car cela montre l'histoire des premiers Malcolm, aussi bien les ancêtres masculins que féminins. Cette tour, par exemple, est l'emblème du clan. Et là, vous pouvez voir que le même symbole se trouve ici. Il y a autre chose que l'on peut voir. Ce sont ces 3 plumes, la marque du chef de clan. Situé en dessous du chef, une plume. Chef, 3 plumes. Cela devrait être des plumes d'aigle, mais comme je dis toujours, on ne tue plus les aigles. Alors, les miennes sont en argent. Dans le clan Malcolm, il y a Robin le père et aussi Andy, le fils. C'est lui qui s'occupe de la location des cottages attenant au château. Ses hôtes sont toujours reçus aux petits oignons. J'ai des invités français ce soir. Je me suis dit, quoi de mieux que leur faire un repas qui vient de la colline d'à côté, ce qu'on appelle une longe. Sens-moi ça, c'est magnifique. Quelqu'un qui ne sait pas cuisiner n'est bon pour personne. Je cuisine parce que je considère que c'est aussi important que les maths, l'histoire ou la géographie, ou tout ce que tu peux apprendre à l'école. Même plus important, parce que si tu ne manges pas bien, tu ne peux rien faire de bien. Pour avoir une belle couleur sur la viande, je n'utilise que du beurre. Ça devient noir vite, mais ça vaut le coup. Un peu plus de poivre. Parfait. On peut arrêter ce bruit maintenant. Tu n'as pas besoin d'aller loin pour trouver de la bonne nourriture en Écosse. Tout à l'heure, on ira chercher des coquilles Saint-Jacques fraîches. On a des cerfs sauvages sur la colline de derrière. On peut difficilement avoir mieux que ça. C'est parfait, enfin j'espère. On verra quand on mangera. On peut y aller. Pendant que le plat principal cuit tranquillement dans le four, Andy m'invite à l'accompagner. Il lui manque l'ingrédient principal de l'entrée. Maintenant, on va à Crinan. C'est un petit port naturel de l'autre côté du loch et du château de mon père. On va rencontrer un ami à moi qui s'appelle Iwan. Tu vas aller en bateau avec lui et essayer de nous ramener à manger. C'est le plan. Que tu vas nous cuisiner. Que je vais cuisiner, bien sûr. Salut Iwan. Tu vas bien?
C'est bon de te voir. Merci beaucoup d'être venu. J'ai 5 invités ce soir. Tu crois qu'on a une chance d'avoir quelque chose? J'espère. Ah, ça devrait aller aujourd'hui. La marée est haute, mais le temps est beau. De combien de coquilles Saint-Jacques tu as besoin? 2 douzaines, ce serait parfait. Je ne sais pas, jusqu'où tu veux aller? Ça dépend de la marée, où elle va m'entraîner. Je suppose que ce sera là où c'est possible. Je pense que les courants vont m'entraîner par là. Tu irais de ce côté alors? Tu peux me laisser là-bas? On est sur le loch Craignish, dans l'Argyle. On cherche un spot de plongée pour Ewan. Ici, je vais plonger plus profond que je ne le fais d'habitude. On verra. Je vais faire une seule plongée et je ne veux pas aller plus profond que 30 mètres. On verra comment ça se passe. Espérons que le dieu des coquilles Saint-Jacques sera avec nous. La température de l'eau est de 9 degrés. C'est froid. Ce que je vais faire, c'est jeter la ligne. Toi, tu fais ce que tu veux, mais tu gardes un œil sur la bouée. S'il n'y a rien en bas, je remonte dans 10 minutes. Si je trouve quelque chose, je pourrai en avoir pour plus d'une demi-heure. Quoi qu'il en soit, tu me verras apparaître à côté de la bouée. Je n'ai jamais fait ça comme ça. Vraiment? Jamais avec une bouée. D'habitude, je suis les bulles d'air qui remontent. Aujourd'hui, la mer est trop dure pour les voir. En attendant Ewan, je m'aperçois que Robert, le skipper, possède d'autres talents. Des fois, tu attends une demi-heure, 1 heure. J'en profite pour travailler mes dessins. C'est comme ça que j'aime travailler. Je suis dehors, je dessine. Je ne représente pas exactement ce que je vois, mais j'utilise les îles et la mer, la lumière et même l'histoire de la région. Et puis j'imagine autre chose et je dessine. Bon, on va aller voir le plongeur, parce qu'on a dérivé. Il n'a pas encore plu, ce qui veut dire qu'il va pleuvoir. T'en as eu combien? 2. 2? 2 ou 3. Tu vois? Bien joué. On mangera ce soir. 2 ou 3? 2 ou 3. Finalement, ce sera 2 ou 3 douzaines. De là à là, elles doivent faire 11 cm. C'est la bonne taille. Celle-là est juste bien. Les autres, on les rejette à la mer. Tu glisses la lame ici pour les ouvrir. Tu vois, le corail est très brillant, gros. Tu passes ton doigt en dessous, tu tournes jusqu'à cet endroit-là, tu pinces, tournes, tu peux garder le corail et le manger. Tu avales direct. Délicieux. Très bon.
Ça, ce sont les trésors de la cuisine de la côte ouest. C'est génial de trouver ça juste à côté de chez toi. Maintenant en cuisine. Andy retourne à sa cuisine, satisfait. Moi, pas tout à fait. Une question me hante l'esprit. Je retourne donc au château. Je dois parler à Robin. Oui, Yves, tu as une question pour moi? Oui, vous m'avez dit qu'il y avait quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Absolument. Je vis ici avec ma femme, mais il y a aussi une troisième personne. Tu penses bien que dans un château comme celui-là, il y a un fantôme. C'était un courageux joueur de cornemuse. Je peux te raconter l'histoire si tu veux. C'était à l'époque où le clan MacDonald avait ce château. Leurs grands rivaux étaient les Campbell. Un jour, les Campbell ont surpris les MacDonald et prirent le château. Le clan MacDonald dut s'enfuir avec la volonté de revenir pour piéger les Campbell. Alors que les bateaux s'approchaient, le joueur de cornemuse se mit à jouer un morceau pour avertir ses maîtres. L'attaque fut abandonnée et les bateaux se retirèrent. Les Campbell étaient furieux. Ils ont réalisé ce qui s'était passé. Alors, ils ont attrapé le musicien et lui ont coupé les mains comme ça. Il est mort sous le choc. Depuis, nous partageons cet endroit avec le joueur de cornemuse. Il a autant le droit que nous de vivre ici, peut-être plus. Les animaux souvent sentent sa présence. De temps en temps, on voit notre chien bouger la tête comme s'il suivait une personne invisible qui passe dans la pièce. Et le chien fait comme ça. Ce fantôme est très gentil avec nous. Il ne nous pose jamais de problème. Je quitte les membres du clan Malcolm avec regret. En pensant à Robin et à son fantôme, une phrase d'Albert Einstein me vient à l'esprit. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une, en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre, en faisant comme si tout était un miracle. Sur la route de Glasgow, je traverse les Highlands, sauvages et désertiques. Je fais une halte à Gourock, où j'ai la chance d'assister à un événement typiquement écossais, les Highland Games. Un spectacle convivial, unique et très populaire. Ces jeux rassemblent des concours de fanfares, des compétitions de danse traditionnelles et des épreuves de force qu'affectionnent tout particulièrement les Écossais. Bon après-midi, mesdames et messieurs, les filles et les garçons. Bienvenue au parc de Gourock pour ces 59e Highland Games. Les épreuves consistent, entre autres, au lancer du marteau, à envoyer une pierre de 10 kg le plus loin possible, ou encore une pierre de 25 kg par-dessus une barre. Des épreuves héritées d'un passé lointain. Les Highland Games, c'est ma culture. Et c'est lié aussi à ma famille. Mon père était aussi un athlète. Il m'a passé le flambeau et j'essaye de faire honneur à son nom. C'est un sport très ancien, plus vieux que les Jeux Olympiques. D'ailleurs, certaines épreuves des Jeux Olympiques viennent de nos Highland Games. Il y a plus de 2000 ans que l'on pratique ces Jeux en Écosse. Ce sont des très vieilles épreuves sportives et comme nous les pratiquons depuis longtemps, normal qu'on y soit bon. Contrairement à ce que pense Grégor, qui est tout de même champion du monde des Highland Games, l'origine des Jeux est confuse. Certains pensent qu'ils sont nés au XIe siècle, d'autres pendant le règne de la reine Victoria au XIXe siècle. Mais si Grégor pense qu'ils ont 2000 ans, ce n'est certainement pas moi qui vais lui dire le contraire. Un héritage très ancien donc, présidé aujourd'hui par Madame la baronne Claire Darroch Thompson.
Nous avons beaucoup de traditions. Pour moi, c'est très important car je suis issue d'une famille écossaise et je suis très fière de mes racines. Je suis comblée de voir tous ces gens qui prennent part à ces activités traditionnelles. C'est comme ça qu'on les pérennise. Et maintenant, le clou du spectacle, ce que les Écossais attendent, le point culminant des Jeux, le lancer de poteaux télégraphiques. En réalité, un tronc d'arbre. Il faut envoyer en l'air devant soi le tronc qui doit faire un demi-tour complet. Traditionnellement, il mesure entre 5 et 6 mètres et pèse entre 35 et 60 kilos. Dans les temps anciens, ces jeux servaient à recruter les guerriers les plus expérimentés et les plus courageux. Et à la fin, bien entendu, c'est notre champion qui gagne. Nous, les Écossais, nous sommes connus pour être des combattants. On n'est pas les gens les plus costauds du monde, mais nous nous battons comme si on l'était. À un jet de marteau de Gourock, Glasgow. Après les jeux traditionnels, j'arrive dans la ville la plus moderne du pays, avec l'impression de passer d'un monde à un autre. Glasgow est à l'image de l'Écosse, profondément ancrée dans ses traditions, ses légendes et résolument tournée vers la modernité. Dans cette ville à part, je vais rencontrer un homme à part, Nick Kay. Glasgow est une ville de commerce avec une architecture gothique. Elle a aussi la réputation d'être une ville agréable. Il y a de la joie de vivre ici. Mais elle est aussi hantée. Les immeubles que nous voyons ont tous la réputation d'être hantés. Certaines histoires étranges remontent à des centaines d'années. Je suis le président de la Société de recherche paranormale écossaise. Nous faisons des enquêtes gratuites et confidentielles. Notre but est de rassurer les gens. Très souvent, nous donnons une explication rationnelle, privilégiant le bon sens au récit fantastique. Nous nous rendons à présent dans un endroit où on nous a demandé d'enquêter. Un cas très intéressant. L'association que préside Nick existe depuis un siècle. Elle possède une centaine de membres et ses services sont entièrement gratuits. Poussé par la curiosité, je l'accompagne dans un vieux théâtre. Une bâtisse vide, donc je l'avoue, peu rassurante. L'aspect un peu décati de l'endroit ajoute à l'atmosphère inquiétante. Je ne lâche pas Nick de plus d'une semelle. Alors que nous nous enfonçons un peu trop rapidement à mon goût dans les soubassements de l'immeuble, je me dis que si je dois voir quelque chose, ce sera sûrement ici. Le matériel est le même que celui qui sert à la surveillance des maisons. Les caméras sont à infrarouge et à détecteur de mouvement. J'en ai 6 que je vais déposer dans le périmètre. Elles envoient un signal vers l'ordinateur.
Je fais ce genre d'enquête depuis plus de 25 ans. Je suis un sceptique, très sceptique. Mais je garde mon esprit ouvert à la possibilité que le paranormal pourrait exister. Mes mots préférés sont peut-être et vérifions. Il y a des orbes de lumière qui montent du sol rapidement. J'arrive à les voir sur ma caméra, mais pas de mes propres yeux. Je viens d'en voir un qui descend. On pense que les orbes sont un signe de la présence d'un esprit cherchant à communiquer. Les orbes ne sont pas l'esprit lui-même. Elles sont une trace de la présence de l'esprit. Très souvent, nous les éliminons, car elles peuvent être le produit de la réfraction de la lumière sur des particules d'eau ou de poussière. Mais quand la poussière n'est pas manipulée et que les orbes changent de direction, qu'elles répondent à des injonctions, qu'elles apparaissent à un seul endroit, avec une absence d'orbe avant ou après, là, elles deviennent intéressantes. N'est-ce pas intéressant? Rien dans cet endroit poussiéreux. Alors qu'on en voit de ce côté, qui est plus propre. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on équipe la pièce pour l'étudier avec nos caméras. Et peut-être qu'on filmera quelque chose. Il ne nous reste plus qu'à partir en laissant tout ça. J'ai vu des lumières danser. Peut-être étaient-ce simplement des particules de poussière, comme l'a dit Nick. Peut-être l'avant-garde d'une armée de fantômes. Qui sait? Après tout, comme le disait Shakespeare, il y a plus de choses entre le ciel et la terre que dans toute notre philosophie. Avec Nick, nous décidons de nous rendre dans un endroit à la fois magnifique et terrible. Terrible, car par une triste nuit, les membres du clan Campbell invités par les McDonald's pour négocier une paix assassinent leurs hôtes pendant leur sommeil. Depuis ce 13 février 1692 fatidique, Glencoe est devenue une plaie béante dans le cœur des Écossais. Pour la première fois, la légendaire hospitalité écossaise a été bafouée. Pour mon ami, ces majestueux paysages de montagne ravivent des souvenirs bien plus joyeux et innocents. C'est dans ce décor que j'ai grandi. C'est un endroit magique. J'ai eu une enfance enchantée ici. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi il y a une tradition en Écosse au sujet du surnaturel, de la sensibilité aux énergies différentes. Mais c'est très présent dans notre histoire. Peut-être que c'est un instinct de survie, ou peut-être que c'est lié à la terre. Peut-être que l'Écosse est mystérieuse parce qu'il se dégage une énergie puissante, une énergie subtile que les gens ressentent profondément. Quand tu inclus cet élément dans ta réflexion, alors l'extraordinaire ou le surnaturel devient normal. Pour moi, qui ai fait l'expérience du paranormal plusieurs fois, cela m'a ôté toute peur de la mort. Croire à l'au-delà
pour trouver dans cette vie une forme de sérénité. L'homme a toujours eu besoin de trouver des réponses. Nick, lui, a trouvé la sienne. La prochaine étape de mon voyage me conduit au nord, dans l'archipel des Orcades. Sur la ligne qui sépare l'océan Atlantique et la mer du Nord, la nature m'offre un spectacle d'une beauté rare. Le ballet des oiseaux, les caresses du soleil sur la mer, les roches sauvages renforcent la sensation que ce voyage transforme peu à peu la réalité en rêve. Je me rends dans un des lieux les plus magiques de l'île. 27 pierres levées, 103 mètres de diamètre, un cercle quasi parfait. Et aucune explication archéologique tangible pour expliquer le cercle de Brogdar. Il n'en fallait pas plus aux Écossais pour trouver à ce mystère une explication bien à eux. Une histoire que Kinley adore raconter. Il y a des millénaires de cela, pendant une nuit étoilée, une nuit de pleine lune, des géants sont venus. Ils ont traversé les lochs Tenness de ce côté et Array derrière moi pour se retrouver ici. Ils ont formé un grand cercle. Puis ils ont fait une farandole. Tous ces géants se tenaient les mains en dansant. Il y a une pierre là, à gauche, qui s'appelle la pierre comique. Un des géants était violoniste. Il s'est mis à jouer un air entraînant. Les géants se sont mis à danser de plus belle pendant toute la nuit. Et ils en ont oublié le soleil qui allait se lever à l'est. Les rayons du soleil se sont mis à les éclairer et ils se sont transformés en pierres. Ces pierres levées, le cercle de Brogdar, que tu vois autour de toi, ce sont les géants pétrifiés depuis des millénaires. Kinley aime raconter les histoires de son île aux visiteurs. En partageant sa route, j'en profite pour en apprendre un peu plus sur lui. Je suis originaire de cette île. C'est un endroit très agréable, idéal pour grandir. Il y a tant de choses à faire ici. Et puis, je suis parti pour travailler dans la finance pendant de longues années. Un jour, j'en ai eu marre de la vie frénétique que je menais. Et il y a 5 ans, j'ai décidé de revenir et de monter ma propre compagnie afin de faire découvrir les mystères des Orcades aux autres. Le changement pour moi a été salutaire. J'étais devenu obèse dans la finance. Ici, avec l'exercice, la nature, l'air pur, j'ai perdu du poids. Et en plus, je me suis cultivé. Et puis, j'ai la chance de rencontrer des gens intéressants, venus du monde entier. La nuit va bientôt tomber, le vent s'est levé. Je me rends à Kirkwall, dans un pub. C'est là que je retrouve mon nouvel ami Kinley. Il tient à m'initier aux subtilités indispensables pour déguster un bon whisky écossais. La meilleure manière de boire un whisky, c'est d'abord de lever ton verre. Et tu le tournes comme ça. Ce que tu vois, ce sont des perles de whisky qui s'accrochent aux côtés du verre. Cela te montre que c'est un bon whisky, un excellent single malt. Ensuite, tu réchauffes ton verre. Tu mets ta main dessus. C'est la chaleur de ta main qui le réchauffe. Doucement, tu soulèves ton index et tu sens. Là, tu vas pouvoir sentir des arômes comme le miel ou la bruyère des Orcades.
Ce sont des arômes délicieux. Une fois que tu as fait cela, tu prends une petite gorgée de whisky que tu gardes autour de ta langue. Alors dis-moi, Kinley, est-ce qu'on peut vraiment faire un lien entre le whisky et les histoires de fantômes que l'on raconte? Les histoires de fantômes et le whisky, je suppose que si tu en bois assez, tu verras très certainement des fantômes. Il y a pas mal d'histoires comme ça. Si tu bois assez du whisky qu'on fait ici, tu peux également voir des aurores boréales. C'est à peu près tout ce que je peux t'en dire. Qu'est-ce qu'on dit? Skål? Oui, skål, cheers, slanjiva. Ayant bu comme il se doit, avec modération, je m'apprête à quitter les Orcades. Direction l'archipel des Shetland. Une traversée de 8 heures vers le nord, ce qui me laisse le temps de m'immerger dans une lecture de circonstances. J'arrive dans une région subarctique, par 60 degrés de latitude nord, et pourtant, à ma grande surprise, le temps est doux, voire agréable. Grâce au Gulf Stream, le climat des Shetland est toute l'année tempéré. Un changement bienvenu. Visuellement, j'ai l'impression d'avoir quitté l'Écosse. Ici, il y a comme un parfum de Scandinavie. Au XVe siècle, en grande difficulté financière, le royaume de Norvège vend les Shetland pour 8000 florins. Malgré cette transaction, la population est restée attachée à la culture norvégienne de leurs ancêtres. Dans la partie septentrionale de l'île, je vais découvrir une histoire qui pourrait débuter ainsi. Il était une fois une demoiselle et un vieux monsieur. Lawrence est conteur. Il travaille à regrouper les histoires fantastiques de l'archipel. Alexa, elle, est anthropologue, venue de France pour étudier la population et son rapport à la mythologie. Une rencontre qui tout naturellement allait se transformer en amitié profonde. C'est la première fois que tu viens dans cette baie? Oui, c'est la première fois que je viens ici. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que tu m'y emmènes. On fera un pique-nique. Je t'emmènerai sur la plage, si ce n'est pas trop dur pour toi de descendre. Non, j'ai pas envie d'aller jusqu'à la plage, merci. Il y a très longtemps, il y avait beaucoup plus d'habitants dans les Shetland. En 1851, il y avait 38 000 habitants. Nous ne sommes que 22 000 aujourd'hui. Et la moitié vit dans la capitale, à Lerwick. La campagne s'est vidée. Les cottages ont été abandonnés. Ils sont en ruine. Comme ici. Oui, on les a laissés aux fantômes. Il paraît que si on prend les pierres, on emmène les fantômes avec. Oui, par exemple, dans les Orcades, il y a des histoires de gobelins qui suivent les fermiers partout où ils vont. Au Shetland, nous avions des trolls. Ce sont des petits personnages féeriques. Quand les premiers prêtres et le christianisme sont arrivés ici, les trolls n'ont pas aimé ça du tout. Alors ils sont partis. Ils ne pouvaient pas supporter ça. L'amitié entre Alexa et Lawrence a donné naissance à un livre de contes et légendes des Shetland. Lawrence en a écrit les textes et Alexa en a fait les illustrations. Pour cette Française cartésienne, le fantôme est maintenant devenu un sujet à prendre au sérieux. Quand j'ai commencé à collecter beaucoup d'histoires, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des éléments qui revenaient. Et j'ai essayé de faire une typologie de quels fantômes apparaissaient et où apparaissaient les empreintes. Et on voyait toute la symbolique du passage qui ressortait, parce que souvent les fantômes étaient dans les escaliers, les couloirs, le pas de la porte, à une fenêtre. C'est tout des lieux, voilà, des entre-deux en fait. Tous les entre-deux cristallisaient ces présences. Et c'était assez intéressant parce que c'était des personnes qui ne se connaissaient pas.
À partir du moment où on étudie la réalité, une réalité autre, on apprend à voir avec leurs yeux aussi. Donc voilà, elles m'ont apporté une vision totalement différente et je peux comprendre pourquoi est-ce qu'elles croient et pourquoi est-ce qu'elles veulent un peu de magie dans leur monde. Parce qu'au final, moi, ça fait qu'enrichir le monde actuel. C'est sur ces îles isolées du monde que s'achève mon voyage. Pour moi, l'Écosse est un pays de rêves et de rêveurs. L'esprit ouvert sur l'infini. Riches de leurs traditions ancestrales, les Écossais croient sincèrement aux légendes qu'ils se sont créées. Après tout, comme le disait John Lennon, quand on rêve seul, cela reste un rêve. Quand on rêve à plusieurs, cela devient la réalité.